Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Si vous aimez le soleil et la chaleur, je crois qu'il faudra vous montrer patient et peut-être même vous faire une raison. Le temps va rester quelques jours encore gris, pluvieux, frais, sauf à quelques exceptions. Pensez qu'à Paris et dans la région parisienne, par exemple, il n'avait pas plu autant en juillet depuis 100 ans. Les averses d'hier ont fait battre un record dont beaucoup d'entre vous se seraient volontiers passés sans doute. Et l'été, cet été, va continuer. Jusqu'à quand, Monsieur Jean Thibault, vous représentez la météorologie nationale? Est-ce qu'on peut dire que, puisqu'aujourd'hui le temps est mauvais, demain les choses commenceront à s'améliorer? Eh bien non, pas du tout. En général, demain, d'après cette carte, on peut voir que demain les choses vont commencer à s'améliorer, mais simplement d'une façon temporaire, uniquement sur nos régions de l'Ouest, c'est-à-dire de la Bretagne à la Vendée et jusqu'à l'Aquitaine. Alors là, demain, il fera relativement beau, bien que toujours un peu frais. Par contre, où les choses vont s'aggraver, c'est surtout dans l'Est, le Nord-Est et surtout la Côte d'Azur, où des orages très importants risquent d'éclater. D'autre part, en ce qui concerne le Languedoc-Roussillon, un violent Mistral va se lever et il est probable qu'il atteindra 70 à 80 km/h. Autrement dit, le mauvais temps va bouger, va s'étendre sur toute la France à des moments différents. Si vous Aucune voulez, région ne va être privilégiée par rapport à une autre. À échéance immédiate, non. On peut dire qu'à échéance plus lointaine, quand même, le midi méditerranéen va recouvrir un temps meilleur et par contre, la moitié nord de la France sera à nouveau sous la pluie. Est-ce que l'on peut vous demander pourquoi ce mauvais temps? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'été en France. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y a eu d'été. On ne peut pas vous donner la raison exacte. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en faisant des statistiques, c'est que cet été se situe dans une zone particulièrement fraîche. Enfin, il est vraiment dans une période fraîche. Il est un peu plus froid que l'été précédent, qui était lui-même un peu plus frais que l'été précédent également. Est-ce que ça veut dire que ça va être un des étés sombres pour les Français, un des étés les plus sombres Enfin, que vous ayez disons connus? qu'il se présente sous de bien mauvais auspices. Est-ce qu'il y a une promesse de soleil ou de sourire tout de même d'ici à la fin du mois d'août? Ne restons pas trop pessimistes. Bien sûr, ce pessimisme est général. Il n'est pas dit qu'il y ait quelques éclaircies, quelques beaux jours de soleil, afin que quand même l'été montre quand même le bout de son nez. Ça reste dans l'ordre des possibilités et des promesses. Mais on n'en a encore aucune certitude. C'est ça, mais d'une façon générale, les gens garderont un mauvais souvenir de cet été. Un été de travail entrecoupé de brèves vacances pour les dirigeants politiques français. Vous verrez et vous entendrez le président de la République et le Premier ministre dans les 8 premiers jours de ce mois. Le président de la République, M. Pompidou, se rendra dans le Cantal le 6 août à Aurillac et à Mauriac. M. Messmer s'entretiendra mardi prochain sur les 2 chaînes de la télévision et à la radio à 20 h avec Mme Jacqueline Baudrier, directrice de la première chaîne de télévision. Le Premier ministre donnera, si l'on veut, un éclairage sur ses intentions et sa politique après un mois d'activité à l'hôtel Matignon. Dans une interview qu'il vient d'accorder à Paris Match, M. Messmer explique qu'il tiendra les promesses de M. Chaban-Delmas et qu'il ira plus loin que son prédécesseur dans certains domaines. Il entend en tout cas agir d'abord au profit de ceux qui sont les moins favorisés. Pour le moment, le Premier ministre reçoit à l'hôtel Matignon, en présence de son ministre des Affaires sociales, M. Edgar Faure, les dirigeants syndicaux. Hier, vous le savez, c'était Force ouvrière avec M. Bergeron, aujourd'hui la CFTC. Les syndicats sont préoccupés par la hausse des prix, qui est effectivement un problème, comme l'a d'ailleurs dit et reconnu M. Messmer à M. Bergeron. On sait en tout cas qu'à partir d'aujourd'hui, le fioul lourd à usage industriel baissera de 4% et le prix du fioul domestique de 2%, et que l'essence et le super n'augmenteront pas au cours du prochain trimestre. En revanche, l'électricité et le gaz vont augmenter. Ils seront plus chers aujourd'hui, de 4,15% pour l'électricité, de 4% pour le gaz et de 3,55% pour le courant industriel. Enfin, comme prévu, les allocations familiales, et c'est une meilleure nouvelle, augmenteront de 6% à partir d'aujourd'hui. L'or. L'augmentation régulière du prix de l'or est pour beaucoup un sujet de préoccupation. Il est en effet un des symptômes de la maladie du système monétaire international. Alors aujourd'hui, y a-t-il une certaine détente à la Bourse de Paris en ce qui concerne l'or? J'appelle Gérard Vidal-Ange. Non, la hausse de l'or s'est encore poursuivie et ce sont les Français qui donnent en quelque sorte le là, car à Londres ce matin, le prix de l'or avait légèrement baissé alors que le lingot est à 10 720 contre 10 650, donc encore une nouvelle hausse. Le Napoléon frise 76 à 75,90. Je rappelle que le cours le plus élevé a été atteint en 69,78 francs.
Et on remarque que le marché n'est pas très animé, donc la hausse n'appelle pas des ventes. Et il faut rappeler que les Français détiennent le plus gros stock d'or privé. On estime que la thésaurisation en France représente le 6e de ce qui est conservé dans des mains privées. Bien entendu, donc, les Français s'enrichissent, mais il faut dire que les gouvernements aussi sont bien à l'aise de voir ce prix de l'or monter, qu'eux aussi ne veulent pas se séparer de leur or. Et c'est le cas de l'Afrique du Sud, qui, au lieu de livrer normalement de l'or sur le marché libre de Londres, eh bien, en conserve, dit-on, environ le tiers de la production journalière. Les valeurs françaises n'ont pas progressé alors qu'elles étaient très bien orientées jusqu'à présent, donc il n'y a pas, autrement dit, un arbitrage entre l'or et les actions pouvant profiter de ventes d'or. Merci, nous vous retrouverons pour autre chose tout à l'heure. Gérard Vidalanche. Le journal officiel publie aujourd'hui une mesure qui intéresse la santé des mères de famille, surtout celle de leurs enfants. Une grossesse sur 10, et vous le savez peut-être, risque de mal se terminer et d'aboutir plus tard à des malformations et des infirmités. Un effort est prévu pour mieux suivre désormais les femmes pendant leur grossesse, Rosie Morel. Je crois que le carnet de santé était déjà obligatoire. Il y a à partir d'aujourd'hui un nouveau carnet de santé. Comment se présente-t-il ? Eh bien, il y a peu de différence par rapport au carnet de maternité qui existait jusqu'alors. Il y a 2 efforts qui ont été faits par le ministère de la Santé. Le premier pour standardiser la première feuille, qui est la feuille de déclaration d'une grossesse, que chaque maman doit envoyer avant le 3e mois si elle veut avoir droit à ses allocations. À ce moment, elle recevait un carnet de maternité qui est, depuis le 1er août, remplacé par un autre carnet. Peu de différence dans ce carnet, sinon que les examens radiologiques sont reportés au 6e mois. Les généticiens, en effet, ont considéré qu'il pouvait y avoir certains inconvénients à soumettre trop tôt un bébé aux rayons X dans le corps maternel. Alors, il faut compter sur combien d'examens pendant toute la période de la grossesse ? Eh bien là, leur nombre n'a pas varié. Donc, il y en a un très complet au 4e mois, qui comprend des investigations physiques et biologiques. Au 6e mois, un autre examen très complet, qui comprend là la radiographie qu'on a déplacée. Et aux 15 premiers jours du 8e mois, un nouvel examen très précis. Bien entendu, si la grossesse se déroule mal, il est préférable de faire des examens supplémentaires, mais ça, le médecin le dira à la future maman. Je sais naturellement qu'il faut faire, Rosie Morel, des efforts de prévention, mais pourquoi tant d'examens ? Eh bien, parce qu'il y a une grossesse sur 10 qui va mal se terminer. Et justement, pour savoir quelles sont les causes de cette mauvaise fin, toute une enquête est en cours à la maternité de Haguenau qui va porter sur 5 ans et nous y sommes rendus. Vous allez voir le professeur Dreyfus vous en parler. Bien, il existe des facteurs maternels qui sont soit des facteurs médicaux préexistants, comme par exemple un diabète, une hypertension, bien entendu, ou alors des facteurs acquis pendant la grossesse, c'est ce qu'on appelle les gestoses, caractérisées par de l'albumine, de la tension, une prise de poids excessive, ou alors des facteurs sociaux dus au travail, aux déplacements nombreux, à la grande fatigue de la mère. Et nous recherchons par un certain nombre d'examens complémentaires des signes qui peuvent nous permettre de constater le risque qui s'accroît. Ces examens sont en particulier des dosages hormonaux. D'autre part, nous avons des examens physiques utilisant les ultrasons par exemple et des examens d'enregistrement du rythme cardiaque, examens soit simples, soit sous l'influence d'une certaine médication qui agit au niveau de la fibre utérine. Il s'agit de moyens simples de prévention qui seront utilisables par tous. Est-ce qu'on peut rappeler, Rosie Morel, quelques conseils pratiques, quelques recommandations à donner aux futures mamans ? Oui, je me contenterai des plus importantes. Je crois que si vous êtes fumeuse, vous devez essayer de cesser de fumer, au moins pendant votre grossesse. Votre enfant naîtra plus petit et peut-être même avant terme. Les statistiques mondiales le prouvent. Il faut manger, mais ne pas manger pour 2. C'est une erreur qui est tout à fait redressée maintenant. Et essayez d'éviter les aliments toxiques. Votre bébé est nourri à travers ce que vous mangez. L'alcool ne lui convient pas plus que les fritures et les charcuteries. Les voyages sont autorisés. Il y a là aussi une idée fausse qui est une prévention contre les voyages en avion. Au fond, jusqu'au 8e mois, ils sont plus sûrs et plus reposants que des voyages en auto ou en autocar. Il faut éviter tout ce qui secoue, en particulier la motocyclette. La bicyclette
par contre, est excellente. La nage est excellente, une culture physique modérée. Et je crois que c'est l'essentiel à dire, point de vue vestimentaire, ne pas se serrer, ne pas maintenir la poitrine sans la serrer, et le port des ceintures de grossesse maintenant simplement au 5e mois chez les femmes si les femmes ne sont pas très musclées. Merci Rosie Morel, vous nous avez donné toutes ces explications, vous nous avez rappelé toutes ces recommandations à l'occasion de la sortie à partir d'aujourd'hui d'un nouveau carnet de maternité. Merci. L'étranger aux États-Unis, c'est-à-dire dans un pays où le vice-président peut, dans des circonstances exceptionnelles, on se souvient de l'affaire Johnson au moment de la disparition du président Kennedy, peut avoir la responsabilité du déclenchement de la guerre nucléaire, il n'est pas bon qu'un candidat à ce poste ait les nerfs fragiles. Le sénateur démocrate Thomas Eagleton se retire finalement de la course à la Maison-Blanche. M. McGovern, qui le lui a gentiment conseillé, est à la recherche d'un colistier, Claude Guénière. Le sénateur Eagleton a annoncé sa décision de se retirer hier soir au cours d'une conférence de presse, après qu'il eut discuté pendant plus de 2 heures avec le sénateur McGovern, le candidat à la présidence des États-Unis. Ainsi, la campagne menée contre le candidat à la vice-présidence a porté ses fruits, dans un pays où l'on n'est pas tellement tendre pour les handicapés et les souffrants, et après tout ce qui avait été dit sur les dépressions nerveuses du sénateur Eagleton, y compris d'ailleurs par certains leaders démocrates, il devenait difficile pour le candidat à la présidence de conserver son colistier sans perdre des voix. Le sénateur McGovern a d'ailleurs ainsi résumé la situation. « Je suis convaincu, a-t-il dit, que la santé de M. Eagleton est excellente, mais la polémique qui s'était engagée autour de son nom a eu pour résultat de détourner l'attention des problèmes réels de la campagne électorale. » Ainsi donc, le sénateur McGovern, que voici, va devoir trouver un nouvel assistant dans la course à la Maison-Blanche. On pense à Lawrence O'Brien, ancien président du Comité national démocrate, un politicien professionnel donc, ce que n'est pas M. McGovern. Mais maintenant, le sénateur McGovern part avec un handicap. La polémique lui a sans doute fait perdre des voix. M. Peterson, qui est le ministre américain du Commerce, vient de rentrer de Moscou. Il estime que M. Léonid Brejnev est toujours décidé à appliquer, même à prolonger la coopération mise au point avec le président Nixon au cours de son voyage à Moscou, et en particulier au niveau du commerce et des échanges entre les Américains et les Soviétiques. Le ministre de Richard Nixon a trouvé en M. Brejnev un interlocuteur, je le cite, agréable, jovial, bon vivant et au courant, bien entendu, des problèmes mondiaux. Pour l'instant, M. Brejnev, Kosygin, Podgorny, c'est-à-dire les autres principaux responsables du Kremlin, ont quelques préoccupations en raison de la situation internationale. Ils viennent de réunir en Crimée un sommet communiste pour parler des problèmes de l'Europe, mais surtout des conséquences de l'élimination de Lin Piao en Chine et du renvoi des conseillers soviétiques d'Égypte par le président El-Sadat. En Irlande du Nord, l'ordre et le calme règnent en ce moment. 24 heures après la prise de contrôle des quartiers catholiques par l'armée britannique, on peut dire que le pays a connu sa nuit la plus calme depuis de longues semaines. Les opérations de nettoyage sont maintenant pratiquement terminées. À Belfast comme à Londonderry, les barricades séparant quartiers catholiques et protestants n'existent plus, et cela pour la première fois depuis 3 ans. L'armée en a d'ailleurs profité pour installer quelques postes d'observation aux endroits considérés il y a encore 24 heures comme zone interdite. En fait, les militaires ne sont pas pleinement satisfaits de cette opération. Les perquisitions n'ont semble-t-il rien donné, quelques armes, quelques munitions, rien d'important. Et en tout cas, aucune arrestation spectaculaire. Les membres de l'IRA sont cachés, bien cachés, et ils ont déjà fait savoir aux populations catholiques qu'ils n'étaient pas du tout disposés à passer l'éponge. Nous riposterons, a affirmé l'un de leurs chefs, lorsque le temps et l'occasion se présenteront. Alors, tout le monde attend, y compris les militaires, attente d'autant plus pénible que les ripostes de l'IRA ont toujours été particulièrement sanglantes. Vous savez que M. Hiss, le Premier ministre britannique, a quelques problèmes avec les conflits sociaux actuels. Eh bien, si la grève des dockers ne s'oriente pas vers une solution au cours des prochains jours, je viens de l'apprendre, le gouvernement britannique devra déclarer l'état d'urgence avant que le Parlement ne se sépare, c'est-à-dire avant mercredi prochain. J'ajoute, et c'est encore une dernière nouvelle, que les obsèques de M. Paul-Henri Spaak seront célébrées mercredi matin, c'est-à-dire demain, dans la plus stricte intimité. Cette disposition, d'après les proches, est conforme à la volonté formelle de l'homme d'État belge disparu. Le premier souhait de Mme Monique Mayer à sa sortie de prison est d'aller voir la mère, comme l'avait fait avant elle le notaire M. Pierre Leroy. Mme Mayer a décidé de se reposer quelque temps dans sa propriété du Touquet avec ses enfants pour oublier ces semaines passées en prison. Mme Mayer à sa sortie de prison.
libération. Mais écoutez, je suis pressée d'aller revoir mes enfants. Alors, je vous en prie, laissez-moi partir voir mes enfants. Vous savez que Pierre Leroy est libre maintenant? Mais oui, il y a longtemps que je le sais. Oui, je l'ai appris à la TSF dans la cellule. Comment ça s'est passé ce séjour en prison? Eh bien, écoutez, il n'y a rien à dire au point de vue de ce prison. Franchement, c'est impeccable, évidemment. C'est la prison, c'est l'isolement. Vous n'avez pas perdu espoir à aucun moment? Non, aujourd'hui, j'ai commencé quand même à cafarder. Mais je n'ai jamais perdu espoir. Je me suis toujours assez bien tenue. J'ai essayé, tout au moins. Est-ce que vous comptez revoir Pierre Leroy rapidement? Oh bien, mes enfants et Pierre, le plus vite possible, et maman, oui, évidemment. Comment avez-vous appris votre libération? Par la TSF. Et qu'est-ce que ça vous a fait sur le coup? Sur le coup, je suis restée dans mon lit et je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous aviez été incarcéré? Est-ce que vous avez cru à ce moment-là que c'était fini pour vous deux, aussi bien pour Pierre? Non, absolument pas. Je n'ai jamais perdu espoir, je n'ai rien fait, donc je ne vois pas pourquoi on me mettrait en prison et on m'y garderait. Il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas compris, mais enfin ça s'éclairera, il n'y a pas de raison, je n'ai jamais rien fait. Est-ce que vous pensez que le dessaisissement du juge Pascal va faciliter les choses? De toute manière, ça ne pourra pas les compliquer, je ne sais pas moi. Est-ce que vous pensez que vous l'avez appris en prison aussi, cette nouvelle? Oui, toujours par la TSF. Est-ce que vous pensez que vous pourrez retourner à Bruay maintenant avec l'atmosphère qui règne là-bas? Oh, écoutez, on va laisser se tasser les choses, après on verra. Est-ce que c'est vrai que vous avez vendu votre maison, qu'elle est en vente? Oh que non, monsieur, j'aime beaucoup ma maison et je la garde. Allez, venez. Pardonnez-moi, je vous inviterai au moins à dire une chose, si vous le permettez. Voyez, c'est que nous ne voulons absolument pas pour nous que la sortie de Monique Mayer ce soir puisse être interprétée comme une victoire, comme un succès. Pour nous, c'est pas ça du tout. Mais ça, je tiens à le dire. C'est pas ça du tout. Elle sort, c'est une femme que vous voyez sortir, une femme qui sort de près de 3 semaines de prison. Ça a été dur. Elle n'a pas perdu courage. Si c'était une victoire, ce serait peut-être celle de la sérénité sur les passions, et ça, je voulais le dire. À présent, les efforts pour améliorer la circulation à Paris. L'ancien pont de l'Alma ne survivra pas à l'hiver. Les démolisseurs donnent déjà les premiers coups de pioche. Cette partie du pont sera remplacée au début de 1974. Les travaux ont donc commencé. La première moitié du nouveau pont de l'Alma est ouverte depuis ce matin à la circulation dans le sens rive droite, rive gauche. Les automobilistes peuvent déjà l'utiliser et au passage saluer la célèbre statue du Zouave qui, contrairement à ses 3 compagnons du Second Empire, continuera, lui, en amont, de veiller sur ce nouveau pont de l'Alma. Marcel Philippe n'ira pas à Munich. J'en arrive au sport. La Fédération française d'athlétisme s'est en effet déclarée hostile au projet du coureur franco-américain de 800 mètres. Mais elle est prête à faciliter à l'avenir sa participation aux compétitions nationales ou internationales. C'est la fin d'un beau rêve pour Marcel Philippe. Le coureur franco-américain de 800 mètres, dont son arrivée en France et surtout à Vittel avait semé l'émoi parmi le petit monde de l'athlétisme. Hier soir, après de longues discussions, le comité de la Fédération française d'athlétisme rendait son verdict. Philippe ne représentera pas la France aux Jeux Olympiques de Munich. Le comité directeur considère que 4 athlètes ayant accompli le minimum de qualification et 3 devant être retenus, estimant qu'il ne faut pas laisser planer de doute dans l'esprit des présélectionnés, décide donc de ne pas retenir Marcel Philippe pour les Jeux, pense qu'il est inutile qu'il se rende à Oslo et ne reconnaît pas sa performance 1 minute 46 secondes à Eugene comme record de France du 800 mètres. Voici ce qu'Alain Sens, présélectionné sur 800 mètres, confiait à notre envoyé spécial Georges Dominique sur l'éventuelle sélection de Marcel Philippe. Alain Sens, est-ce que les coureurs de 800 mètres dont vous faites partie se sentent un peu lésés dans cette affaire? Mais un petit peu lésés, c'est pas tout à fait le mot exact, mais enfin, disons que ça nous a apporté un petit coup au moral. Quand on a su la nouvelle de l'arrivée de Marcel Philippe en France, on a été un petit peu étonnés, vu la rapidité des événements. On a l'impression que certaines personnes se sont empressées de le faire venir. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'est pas évident qu'il soit nettement supérieur aux Français. Si par exemple Philippe allait au jeu à votre place, est-ce qu'on pourrait parler chez vous d'injustice? Eh bien, s'il va au jeu à ma place, s'il est réellement plus fort que moi, je ne crierai pas l'injustice, à condition qu'il remplisse toutes les obligations d'un Français, c'est-à-dire son service militaire, et qu'il opte réellement pour la nationalité française. Marcel Philippe ne représentera donc pas la France aux Jeux Olympiques de Munich. Ainsi en a décidé la Fédération française d'athlétisme. S'il veut venir courir en France, la porte ou les portes des stades lui seront ouvertes. Aujourd'hui, mardi, Télévillage, le thème « On détruit des fruits par millions de kilos car leur production est excessive ». François-Henri de Virieux vous explique tous ces problèmes.
Pour la troisième fois en 5 ans, la récolte française de pêche va dépasser 600 000 tonnes, c'est-à-dire qu'elle sera 3 fois plus importante qu'elle n'était il y a 15 ans. Heureusement, la consommation a tendance à augmenter. C'est ainsi que cette année, pour équilibrer l'offre et la demande, pour éviter l'effondrement des prix, il suffira, si j'ose dire, de détruire 10 000 à 12 000 tonnes de pêche, 12 à 15 millions de kilos. En 1968, il avait fallu en détruire 85 000 tonnes. N'y a-t-il pas d'autre solution que la destruction? Peut-on parler de surproduction ou s'agit-il d'une crise de sous-consommation? Avant d'en débattre tout à l'heure, je vous propose d'accompagner Claude Carré qui a enquêté auprès des arboriculteurs de la région d'Arles. Pour la 5e fois depuis quelques jours, 6 tonnes de pêche sont déversées dans une décharge municipale. Pour rendre ces pêches inconsommables, 40 litres de gazoil. Depuis le 1er juillet, plus de 2000 tonnes de pêche ont été ainsi détruites. Au total, en France, l'an dernier, 69 000 tonnes ont été jetées. Même scénario. Cette opération, qui se renouvelle presque chaque année en période de surproduction, c'est-à-dire entre le 1er juillet et le 15 août, s'appelle le retrait. Aujourd'hui, vous avez vu 10 fourgons, par exemple, alors que l'an dernier, c'était par centaines, par camion entier, par remorque. C'était 100, 150 tonnes, 200 tonnes qui se vidaient journellement. Mais vous, producteurs, vous avez quand même intérêt à... J'ai passé par là. Les prix sont tellement bas, quoi. Alors, pour commercialiser de la pêche, il faut quand même la conditionner dans de bonnes conditions. On perd l'emballage, il faut mettre des alvéoles. Vous avez la main-d'œuvre à la ferme. Alors, actuellement, qu'est-ce que vous voulez? Si on compte bien, on peut faire un mètre au retrait. On s'en sort mieux. Mais vous regrettez quand même le temps où vous éculiez tout au marché? On regrette évidemment, quand même, ce serait mal au cœur quand même de jeter de la pêche, je sais pas moi. Ça vaut plus la peine à ce moment-là de faire de la pêche pour la vider, humainement, quoi. Quand on sait qu'il y a des coins en France, par exemple, où on achète encore la pêche à des prix, où on l'achète à la livre, par exemple, au lieu d'acheter à kilo. Ces fruits, moins demandés par les clients, mais consommables, sont retirés du marché, vérifiés, calibrés par les inspecteurs des fraudes qui peuvent seuls autoriser la destruction. Ces pêches que l'on jette seront payées aux producteurs à un prix un peu plus bas que le cours du marché par le FORMA, Fonds d'orientation et de régulation des marchés agricoles, alimenté pour les 3/4 par un fonds des États de la communauté. Bien que peu satisfaisants, ces retraits sont cependant actuellement la seule solution possible pour beaucoup de producteurs qui veulent soutenir le marché. Il n'y a pas d'autre moyen. Et non, il n'y a pas d'autre moyen. Si on veut garder des prix à peu près qui nous garantissent au moins le prix de revient, on ne peut pas être plus bas qu'on est maintenant. Hein. Alors si on n'a pas ce système de retrait qui compense un petit peu les surproductions, il y a trop de pêche. On ne s'en sort pas. À ce moment-là, on ne pourra même plus les cueillir, les fruits. On a une double insécurité, la récolte qui est là, qui est dehors, et qui est soumise aux intempéries, à la grêle, au vent, et maintenant ces problèmes commerciaux, ce problème de retrait scandaleux, et ça c'est le plus terrible. Moralement, c'est épouvantable. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vendre votre récolte, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des investissements, des crédits? Ah bah si, alors si on n'arrive pas à vendre la récolte, c'est terminé, on a des gens à payer, on a des salaires, il faut bien vivre, on a des investissements à faire, des emprunts à rembourser, enfin, tous les problèmes d'une entreprise. Et produire pour en arriver à jeter des fruits, ou n'importe quoi, c'est lamentable. Il y a 15 ans, la France ne produisait que 125 000 tonnes de pêche par an. Cette année, la production totale dépassera le cap des 600 000 tonnes, 627 000 environ, 6% de plus que l'an dernier.
En France, cette progression très sensible est due surtout au développement rapide de nouvelles plantations favorisées par le progrès technique, aux nouvelles variétés, à l'aménagement de zones irrigables dans le sud, au rapatriement d'arboriculteurs d'Algérie et aux perspectives offertes par le marché commun. Les grandes zones de production sont dans le sud, principalement l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées, la région Rhône-Alpes, en progression cette année, la Provence-Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon, où le pêcher a souvent remplacé la vigne et qui a triplé sa production en 10 ans. Durant ce même laps de temps, les producteurs ont été encouragés à s'organiser pour tenter de structurer et de discipliner en commun le marché de leurs produits. Rassemblés au sein de groupements de producteurs représentés au comité économique régional, les arboriculteurs peuvent, dans ces coopératives qu'ils gèrent eux-mêmes, comme celle-ci à Arles, suivre leurs fruits du stade de la production à celui de l'expédition. Ici, les fruits sont réceptionnés, entreposés, réfrigérés, calibrés, triés, emballés et expédiés. En Provence, 80% des expéditions de fruits sont effectuées par les coopératives. Point important pour régulariser les prix, en période de surproduction, seuls les producteurs faisant partie d'un groupement peuvent recevoir une compensation financière pour les fruits mis au retrait. Mais malgré cette organisation, le marché de la pêche est extrêmement fluctuant, les prix variables. Que reste-t-il au producteur lorsqu'il vous apporte 1 kg de fruits ici? Sur 1 kg de fruits vendu à 1 franc, il reste 35 centimes, le reste correspondant aux retenues pour conditionnement, main-d'œuvre et frais de gestion. Alors pourquoi les écarts sont-ils si grands entre le prix que vous payez ici et le prix que paye la ménagère chez elle? Eh bien justement, c'est ce qui nous surprend, c'est que pour un prix de vente de 1 franc, avec une marge d'environ de 10 centimes à 12 centimes de transport, une marge de 15 à 20% pour le grossiste, nous arrivions à des prix de 3 ou 4 francs au détail, qui correspondent, disons, à la grosse marge qui nous empêche de vendre la totalité de nos fruits et qui nous prive, par une sous-consommation, d'une vente intégrale et nous oblige à des retraits, c'est-à-dire à jeter notre marchandise. Pour vous, une partie de notre marchandise. Pour vous donc, ce sont les détaillants qui font, comme l'on dit, la culbute sur les prix. Nous le pensons, puisqu'au niveau du grossiste, il n'y a pas, nous arrivons à des prix qui sont relativement normaux, puisque une pêche de 100 francs arrive environ à 120, 125, 130 en gros au niveau du grossiste. Il faut bien que la marge soit quelque part. Est-ce uniquement la faute des détaillants et des intermédiaires? Si certains producteurs se sont regroupés, d'autres préfèrent faire cavalier seul. 70% des arboriculteurs de Provence ne font pas partie d'un groupement et se débrouillent pour vendre leurs fruits sur le marché. Il y avait 47 plateaux simples à 100 francs. Il t'a payé les 47 plateaux à 50 et les... Voilà. Tu me le dis comme je te dois plus. Oui, mais la monnaie est très précieuse. Ici à Château-Renard, comme sur tous les marchés, la seule vraie loi est celle de l'offre et de la demande. Les pêches sont marchandées, les prix sujets à palabre. 1 kilo de pêche, 90 centimes à 1 franc 40. Ils sont tous à peu près pareils. Folklore et anarchie. Chacun vend au plus offrant, car ces petits producteurs ont souvent besoin immédiatement d'argent frais. N'étant pas regroupés, leurs retraits ne sont pas payés. Ils vendent donc à tout prix, même au-dessous du cours normal, et cassent ainsi le marché pour assurer leurs besoins immédiats. Car la pêche, qui doit être vendue rapidement, ne favorise pas l'étalement du marché. L'étalement du marché avec la pêche est très difficile, parce que la pêche est un produit périssable qui doit être consommé très rapidement, et il est pratiquement impossible de le conserver plus de quelques jours. Donc il est impensable de retarder une production de pêche. Il faut la vendre pratiquement au fur et à mesure des ramassages. Et en plus, vous avez un problème climatique. Alors le problème climatique est un problème évidemment qui se pose dans nos régions où on est sujet à des coups de vent qui font mûrir très vite ou des coups de chaleur. Alors que la consommation par elle-même risque d'être tout à fait différente, c'est-à-dire qu'il peut faire très chaud dans le midi, et par contre, il peut faire un très mauvais temps dans le nord et dans l'Europe, qui sont nos principaux clients, et la consommation étant très réduite, alors que nous sommes en surproduction.
Autre problème, l'été, pendant la récolte des pêches, les consommateurs sont en vacances et les circuits de distribution traditionnels vers les grandes villes sont perturbés. Comment assainir le marché? Certains fruits sont distribués, ici à des louveteaux, là à des hospices ou à des centres de jeunes. Cela ne peut se faire que localement, il n'y a pas de distribution organisée. Les confitureries ont besoin d'un tonnage très restreint et les conserveries achètent certaines variétés qui ne produisent pas à l'époque de la surproduction. Y a-t-il trop de vergers? Il semble qu'il y ait actuellement un ralentissement des plantations. Mais l'arrachage, même subventionné, n'est pas pour les producteurs une panacée. Je pense qu'il faut s'adapter au goût du consommateur et que vraisemblablement le producteur en aura un effort à faire pour reconvertir une certaine partie du verger et ne plus produire certaines catégories qui sont dépréciées du consommateur. Je pense aussi que nous devons nous orienter vers des productions pour la conserve, pour la transformation, mais je pense que le volume global du marché de la production doit être à peu près maintenu et à condition encore que ce marché ne soit pas faussé par des importations. Et si nous allons à une réglementation du marché de la production française, il ne faudra pas se cantonner à cette seule réglementation du marché français, il faudra que la même réglementation soit appliquée au marché italien, qui est notre marché concurrentiel. Il faudra que les mêmes charges, les Italiens, aient les mêmes charges sociales, les mêmes coûts de production que nous, et à ce moment-là, nous nous mesurons sur le marché européen. Protéger le marché, c'est un leitmotiv. La France consomme les 2/3 de sa production de pêche, en importe 2000 tonnes et en exporte 70 000 tonnes, surtout vers l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Elle est concurrencée à l'intérieur du marché commun par l'Italie et au dehors par les pays tiers, la Grèce et l'Espagne. Pour protéger le marché de la communauté contre les importations de pêche en provenance des pays tiers, un prix minimum à l'importation est imposé à la frontière. Depuis le 18 juillet, seules des pêches de très grande qualité sont acceptées à l'importation. Mais pour éviter les retraits et pour étaler le marché, les producteurs demandent des mesures plus strictes. On pourrait soutenir le marché en éliminant du marché tous les fruits de mauvaise qualité qui empêchent de vendre les fruits de qualité. Il serait possible également de le soutenir si on arrivait à fermer les frontières au moment où les pêches grecques et espagnoles envahissent les pays du marché commun à bas prix, par une politique de dumping et qui nous empêche d'exporter. Pour vous citer un chiffre, l'année dernière, il s'est exporté environ 80 000 tonnes de pêche grecque sur l'Allemagne et nous avons détruit 70 000 tonnes qu'on aurait très bien pu vendre à ses clients. Nous demandons donc, nous, simplement, que des mesures soient prises pour nous protéger et pour permettre de vendre nos produits sans les jeter. Donc, jeter des fruits ne satisfait personne. Mais n'est-ce pas pour l'instant le seul moyen d'empêcher la chute des cours? Comment peut-on étaler ce marché pour éviter qu'un kilo de pêche triple ou quadruple de prix entre le producteur et le consommateur? Est-il possible de soutenir le marché sans retirer des fruits, pêche, pommes ou poires, et peut-on retirer sans détruire? Le problème est difficile, les solutions limitées. Alors voilà, si vous voulez, le dossier. Alors avec nous, sur ce plateau de Télémidi, pour essayer d'aller un peu plus loin, mademoiselle Aubertin, qui est présidente de la commission technique de l'Institut national de la consommation, et monsieur Philippe Leclerc, qui est lui directeur de la Fédération des producteurs de fruits. Alors, première chose, je crois, ces destructions de fruits sont subventionnées tout de même par l'État, c'est-à-dire par les contribuables. L'an dernier, elles ont coûté à peu près 35 millions de francs, et la question, je crois qu'on peut poser, c'est n'y a-t-il pas une utilisation plus intelligente de ces 35 millions de francs? Monsieur Leclerc. Oui, je voudrais tout de même, sur le plan des retraits, dire que ça ne représente qu'une partie infime de la récolte commercialisée d'abord. C'est environ 1%, donc ça n'est pas très gros. En valeur absolue, ça peut paraître important. Mais l'an dernier, il y a tout de même eu 70 000 tonnes sur 600 000, ça fait 10%. Je crois que ce film nous a montré que M. Dorier a rappelé que c'était équivalent à l'importation de pêche grecque. C'est ça. Donc nous n'avons pas trouvé nos débouchés en Allemagne pour 70 000 tonnes et nous avons dû retirer du marché. Je voudrais dire aussi que nous tentons, par les groupements de producteurs et les comités économiques, de distribuer gratuitement tout ce que nous pouvons distribuer. Ce n'est pas très facile, surtout pour des denrées très périssables. Mais nous mettons toujours à disposition des bureaux d'aide sociale, des préfets, des maires, tout ce que nous retirons d'abord avant de les détruire.
Et puis, je voudrais rappeler qu'un producteur qui a mis tout son soin à produire des pêches pendant une année, car ça se prépare, n'aime pas du tout arriver, au lieu de la vendre, à jeter sa marchandise. Oui, ça c'était très clair d'ailleurs dans l'enquête. Et c'est leur réaction à tous, et c'est tout à fait compréhensible. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est une mesure ultime, le retrait. Nous aurions préféré bien d'autres mesures avant d'en arriver à ce moyen extrême. Alors, c'est une question d'équilibre du marché pour nous. C'est une question de permettre au producteur de vendre à un prix qui lui permette de vivre, de rentabiliser sa production. Mademoiselle Aubertin. Oui, alors moi, je pense que le problème n'est peut-être pas un problème de surproduction, mais c'est peut-être un problème de sous-consommation. Est-ce que actuellement toutes les personnes qui désiraient consommer des pêches peuvent en acheter? Est-ce que le problème ne se situe pas là, à ce niveau, vis-à-vis des personnes qui ont tout de même un faible pouvoir d'achat actuellement? Est-ce que les familles, dont le pouvoir d'achat n'est pas revalorisé? Est-ce que les personnes âgées? Nous avons eu des statistiques du ministère des Affaires sociales qui nous dit que 3 millions de personnes âgées ont moins d'11 francs par jour pour vivre actuellement. Est-ce que les gens dont le revenu professionnel est tout de même peu élevé, c'est-à-dire les gens qui sont autour du SMIC, est-ce que toutes ces personnes peuvent actuellement acheter des pêches? Est-ce que la somme qui est mise pour la destruction de ces fruits ne pourrait pas avoir une autre destination qui permettrait une consommation de la production? Alors Philippe Leclerc. Eh bien, je pense, mademoiselle, que vous avez tout à fait raison. Et c'est le problème des niveaux de prix de détail que vous abordez là. Il est certain que quand le producteur, je voudrais rappeler ici très simplement que le prix de revient des pêches, toute catégorie et tout calibre, est d'environ 1,50 franc pour des pêches mises en plateau, en alvéole et en plateau, et mises sur wagon. Départ région de production, 1,50 franc. Or, nous trouvons, au moment, par exemple, du début de la campagne où il y a une mévente des pêches consécutive aux importations de pêches espagnoles et aux pêches grecques, nous avons vu des producteurs ne plus vendre à 1 franc le kilo. Or, au même moment, nous avons constaté à Marseille, par exemple, région de production, des pêches à 4,50 francs le kilo, j'entends bien pour la même catégorie et le même calibre. Bon, actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons d'une part des pêches entre 2,50 francs, j'entends pour une catégorie moyenne, jusqu'à 5 francs le kilo pour la même catégorie et le même calibre. C'est-à-dire qu'il y a un éventail extraordinaire. Il y a des détaillants qui font leur métier avec goût et je dirais avec honnêteté et efficacité. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Mademoiselle Aubertin. Je n'ai pas l'impression que le film que nous venons de voir, les chiffres qui nous ont été donnés correspondent aux chiffres que vous nous donnez. Parce que les producteurs nous ont donné leur prix de production, ensuite ils nous ont donné quel était le coût jusqu'aux grossistes, et je crois qu'eux-mêmes, en ayant leur part de revenus professionnels dans la vente de leur pêche, ne rejoignent pas le chiffre que vous nous donnez là, lorsqu'ils n'auraient eux aucun revenu professionnel. Oui, je crois, mademoiselle, qu'il ne faut pas comparer un prix de revient en valeur absolue et le prix conjoncturel du marché. Nous avons assisté tout à l'heure au directeur d'une coopérative qui a parlé du prix auquel il vendait ses pêches en ce moment et de là combien il pouvait payer ses producteurs, mais le producteur touche en dessous de son prix de revient. Et c'est ça qui est très grave. Quand j'ai entendu tout à l'heure dire qu'on ne plantait plus de nouveaux vergers de pêcher, eh bien disons que c'est peut-être catastrophique car il faut que le verger se renouvelle périodiquement pour s'adapter au goût du consommateur, pour s'adapter aux besoins des uns et des autres. Il faut donc sans arrêt planter, car on arrache sans arrêt. Et si on ne plante plus, c'est que la production n'est plus rentable, et ça c'est une catastrophe à terme pour l'ensemble des consommateurs, et je dirais même c'est très dangereux pour l'ensemble des consommateurs européens. Oui, on a l'impression qu'au fond, tout a été prévu par la loi pour protéger les agriculteurs, et je pense que c'est très bien comme ça. Mais cette surproduction ne bénéficie pas... Je ne peux pas laisser dire ça. Cette surproduction ne bénéficie pas aux consommateurs, monsieur Leclerc, vous êtes d'accord? Oui, mais je ne peux pas dire qu'on a tout fait pour protéger le producteur, car quand on importe en début de campagne des pêches espagnoles, alors que nous n'avons pas le droit de vendre en Espagne tout ce que nous voulons comme fruits et légumes, on importe, bon an mal an, 600 000 tonnes de fruits et légumes d'Espagne. Nous en vendons au maximum 10 ou 12 000 tonnes à cause des règlements du gouvernement. Oui, mais nous leur vendons des produits laitiers. Oui, mais même sur le plan de la balance agricole, elle est défavorable sur le plan entièrement agricole. Mais si je prends les Grecs, monsieur de Virieux, si je prends les Grecs, nous nous mettons en concurrence sur le marché allemand avec des Grecs dont la main-d'œuvre est à peu près payée entre le 10e et le 5e de la main-d'œuvre française. Or, nous abordons le même marché. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le producteur de pêche
aux producteurs agricoles soient protégés en matière de fruits et légumes dans l'Europe. Mais moralement, est-ce que vous estimez que l'on peut fermer la frontière aux produits grecs? Car voilà un pays qui a tout de même un niveau de vie très bas, des difficultés. Est-ce que vous estimez que les agriculteurs français, qui dans l'ensemble sont quand même mieux lotis que les Grecs, peuvent demander une fermeture de la frontière vis-à-vis de la Grèce? Bien, vous savez, les producteurs français sont comme les producteurs de la communauté. Ils ne demandent aucune protection spéciale, à égalité de charges et à égalité de traitement. Car la main-d'œuvre dont je vous parlais entre dans notre prix de revient pour 70% du prix de revient, car il y a une énorme intervention manuelle dans notre prix de revient. Si la main-d'œuvre est payée de 1 à 10 ou maintenant de 1 à 7, 7,5, bien vous voyez tout de suite que nous ne sommes pas du tout à égalité de charge. Alors, pour en revenir à votre question, car je ne veux pas l'excliver, c'est pourquoi, quand les prix sont bas, le consommateur n'en profite pas. Eh bien, ça n'est pas du fait du producteur. Que l'État veuille distribuer gratuitement des pêches en les achetant aux producteurs pour leur permettre de vivre normalement, d'avoir le salaire de leur travail, ça n'est pas notre problème, c'est le problème de l'État. Ce que nous regrettons très souvent, c'est qu'il n'y ait pas cette irrigation en période de vacances de toutes les régions de France, comme les régions de la communauté, comme de certains pays tiers. Au moment où nous avons énormément de pêche, nous voudrions les vendre le plus possible, les meilleurs possibles, le plus rapidement possible. Et nous nous heurtons à parfois des circuits de distribution qui ne sont pas aptes à suivre l'importance des consommateurs qui arrivent dans une région déterminée. Alors, on met 15 jours à s'adapter à la présence des consommateurs. Nous offrons sans arrêt des pêches. L'efficacité commerciale des producteurs, vous parliez de l'exportation tout à l'heure, c'est aussi un moyen d'équilibrer le marché. Eh bien, les coopératives et SICA, qui ne représentent que 35% du marché, exportent 75% de ce qui est exporté à l'extérieur de France. Donc l'efficacité commerciale existe. Oui. Malgré tout, je crois que nous ne pouvons qu'être choqués malgré toute cette destruction. Il nous paraît, nous, impensable qu'un produit alimentaire, c'est-à-dire un produit noble, un produit qui entretient la vie, soit détruit. Et ceci sans qu'on ait trouvé d'autres solutions au niveau des problèmes économiques. Est-ce que vraiment ce problème est insoluble? Je pense aussi que c'est choquant par la destruction, mais c'est aussi choquant par le côté immoral de détruire le travail d'une personne, cette production d'une année. Là, je rejoins les producteurs. Je pense que ça ne valorise pas du tout une profession que de voir le fruit de toute une année qui est jeté à une décharge. Je me demande si beaucoup de travailleurs accepteraient dans d'autres secteurs ce fait, en fait, qui est tout de même amoindrissant pour la personne. Alors là, je pense qu'aussi, nous pouvons être choqués, mais je me demande si finalement on a fait le tour de l'ensemble de ces problèmes économiques, si, ou comme vous le faites remarquer, il y a des difficultés qui sont dues à la denrée périssable, il y a des difficultés qui sont dues au circuit de distribution, et il est un fait qu'on ne trouve pas des pêches dans tous les petits villages de France actuellement qui accueillent des estivants, c'est vrai. Et on n'en trouve même pas dans tous les restaurants des villes. Alors, voilà, alors c'est là, mais je crois aussi qu'il y a un problème de pouvoir d'achat d'une certaine catégorie de personnes. Je ne pense pas non plus que leur distribuer gratuitement, ce serait aussi valoriser ces personnes, ce serait leur faire l'aumône. Je pense qu'il faut leur rendre un pouvoir d'achat supérieur. Vous voyez, je pense que le problème, enfin, je vais peut-être le placer haut, et c'est peut-être facile de le placer haut, parce qu'à ce moment-là, on se sort un peu de la situation, mais je pense que c'est un problème de notre économie de pays développés qui actuellement a des outrances. Alors, Philippe Leclerc. Je me permets de vous répondre deux choses. Premièrement, le producteur, quand il détruit, c'est malgré lui. C'est pour essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé de son marché. C'est pour pas avoir à brader ses pêches. C'est parce qu'il n'a pas pu arrêter sa chaîne avant, parce que la vie, ça ne s'arrête pas. Parce qu'un arbre, ça n'a pas un robinet, on ne peut pas arrêter l'offre. Je crois que ça a été dit excellemment dans le film. Alors, je voudrais dire, premièrement, donc, ce producteur, c'est l'ultime moyen quand il ne peut plus faire autrement. Et il préfère se couper un bras que d'y passer tout entier. Je m'excuse de l'image, mais c'est ça. Et alors, la deuxième chose, vous posez le problème, au fond, de la surproduction dans son ensemble. Et moi, je suis obligé d'expliquer la chose suivante. Si nous produisons moins de pêche, quelle va être la réaction du consommateur? Il va trouver des pêches moins chères, beaucoup plus chères, en moins grande quantité, donc beaucoup plus chères. On essaiera d'importer, ça ne changera grossièrement rien si on réduit beaucoup. Outre que je ne sais pas ce que le producteur ferait dans ses champs, dans ses vergers, car il faudrait qu'il se reconvertisse. Bon. Mais est-ce que c'est l'intérêt du consommateur? Je crois que l'intérêt du consommateur est que le producteur offre sur le marché un peu trop de fruits en permanence. Pourquoi? Parce que d'une part, l'offre est très fluctuante en fonction du temps. Il suffit d'un coup de gelée dans la vallée du Rhône, et la récolte de pêche, comme nous l'avons connu, peut diminuer de moitié dans l'ensemble de la France. Alors à ce moment-là, le consommateur ne va pas être
gai, il ne va pas trouver de pêche, et il va le trouver à des prix très élevés. Deuxièmement, si la demande est très fluctuante. Nous avons vu au début de cette campagne-ci des temps froids. On a sous-consommé de la pêche parce que les gens n'avaient pas envie de consommer de pêche. Quand il fait 35 degrés à l'ombre, les gens mangeront de la pêche, de la tomate, de la laitue. Même s'il n'y en a pas beaucoup, les prix vont monter. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y en ait. Donc vous avez besoin, vous consommateurs, d'avoir une production importante. Et c'est une richesse pour l'économie française, une production importante. Nous exportons des dizaines et des dizaines de milliers de tonnes. Nous ramenons des monnaies, pas toujours fortes, mais des monnaies et des devises étrangères dont tout de même la France a besoin, grâce aux exportations. Bon, Philippe Leclerc, je crois que nous allons arrêter ici. Merci d'être venu. Merci, mademoiselle. À vous, Jean-Pierre Elkabbach. C'était mené par François-Henri Dirieux, Télévillage. Pour la première fois depuis la nationalisation du pétrole en Irak, un navire français a chargé du pétrole dans un port du Proche-Orient que vous présentez hier, Jean-Pierre Anquery, l'Irak. On en parle à la Bourse de Paris parce que c'est de bon augure, je crois, Gérard Vidalanche. Oui, c'est l'exécution de l'accord provisoire qui était intervenu entre les Français et les Irakiens le 18 juin, qui avait constitué du reste un succès pour la diplomatie française. Situation débloquée, les Français peuvent enlever donc du pétrole du Proche-Orient. Et le contrat va être appliqué, c'est un contrat qui porte sur 10 ans et qui va permettre d'enlever 11 millions de tonnes de pétrole irakien au prix de revient, c'est-à-dire dans les mêmes conditions avant la nationalisation. Et puis alors, bien sûr, la médiation maintenant va pouvoir s'exercer et deux médiateurs, l'un représentant la Française des pétroles d'ailleurs et l'autre les pays producteurs arabes, vont se réunir et ils ont un délai de 90 jours pour établir une indemnisation qui ne sera pas cette fois-ci dictée, en quelque sorte octroyée par les Irakiens, mais qui sera en quelque sorte négociée entre les deux parties en cause. Les valeurs françaises aujourd'hui ont consolidé leur récent progrès. La bourse était réveillée depuis 5 jours et avait peut-être presque rejoint les sommets de mai dernier. La bourse avait progressé à fin mai de l'ordre de 30% depuis le début de l'année. On avait rebaissé ensuite. Eh bien, aujourd'hui, on consolide et les écarts sont très faibles. Du côté des banques, vous voyez que le comptoir des entrepreneurs gagne 3,50 €, une baisse de l'union financière et minière qui va être absorbée par la financière de Suez. C'est un petit accident aujourd'hui. Le CIC, toutefois, perd près de 6 francs à 225,10. Du côté du matériel électrique, la radiotechnique et DBA sont en baisse alors qu'Alstom progresse de 4,20 francs. Il y a deux succès importants pour l'industrie française ce matin à annoncer. Ce sont des accords internationaux. Saunier Duval a fait un accord avec le premier constructeur électrique japonais, Matsushita, qui est en quelque sorte le Philips d'Extrême-Orient. C'est un accord qui va permettre à Saunier Duval de céder une licence de fabrication de chaudières à gaz à régulation électronique. C'est un contrat qui porte sur 10 ans. Et puis Berlier a signé également un accord de licence avec la Pologne, c'est le premier accord avec ce pays de l'Est, pour fabriquer des autobus. Et dans un premier temps, Berlier, du reste, fournira lui-même des autobus. C'est un contrat tout de même qui porte sur 300 millions, 30 milliards d'anciens fonds. Différentes hausses dans plusieurs secteurs. La Redoute, par exemple, regagne 2 francs, la Paternelle 6 francs à 194, et les affaires de route sont toujours recherchées, bien sûr, à l'appui des importants crédits budgétaires qui ont été dégagés. La chimique routière gagne 3 francs aujourd'hui à 194. Voici tout de même des baisses. Carrefour, 70 francs, 3270. Hutchison baisse. On connaît ce matin la parité d'échange avec Mapafit. Mapafit sera absorbé par Hutchison. Eh bien, il sera réparti 2 actions Hutchison pour une action Mapafit. Mapa est du reste très recherché. C'est un titre qui valait 300 francs et qui a monté à 450 depuis 2 mois. La rente Pinet a inscrit un cours record, 189 aujourd'hui, en liaison avec la hausse du Napoléon dont je vous parlais tout à l'heure. À vous, Jean-Pierre Elkabbach. Saint-Éléazard aujourd'hui et surtout Saint-Alphonse. Né à Naples le 27 septembre 1687, avocat juge, il renonce à sa carrière pour devenir prêtre à l'âge de 30 ans. Il est nommé évêque après avoir évangélisé les milieux populaires de Naples. Il est mort, je crois, à l'âge de 91 ans, Saint-Alphonse. Jean Thiébaut de la Météorologie nationale disait au début de ce journal que l'été 72 n'avait pas vraiment commencé. Mettez tout de même du soleil dans votre cœur. Bon après-midi, merci de nous avoir écoutés et à ce soir.